Bonjour à tous, merci d'avoir bravé la pluie et le froid pour participer à cette troisième édition de Vino Bravo. Vous savez que cette manifestation est organisée depuis 2013 par l'hebdomadaire Le Point, en partenariat avec l'association Vin et Société. On va évidemment beaucoup parler du vin tout au long de cette journée, mais on va aussi et peut-être surtout dialoguer avec vous et avec nos invités qui sont tous très prestigieux. Je vous les présenterai dans un instant, je vous donnerai le programme. Mais auparavant, j'appelle Étienne Gernel, le directeur du Point, et l'homme de l'art, l'homme des vignes, mon confrère Jacques Dupont. Bien. Bonjour à tous, bienvenue. On est ravis d'être là pour ce troisième Vino Bravo. Il y en aura d'ailleurs un quatrième après, parce que c'est quelque chose qui va se faire dans la durée. On a, comme on dit, jamais 304, hein, c'est ça Jacques. C'est quelque chose de très important, le vin pour nous, ça fait partie des grandes causes du journal, des grands sujets dont on s'occupe. On est pour l'économie de marché, on est pour l'Europe, on est pour le vin surtout, on est pour la culture, ça fait partie des grandes causes qu'on défend. Il faudrait saluer le travail à ce propos de Vin et Société qui fait énormément de choses, qui est notre partenaire pour la défense du vin. Et je voudrais dire un mot de Jérôme Cordelier qui est le directeur éditorial des événements du Point et le responsable des éditions Ville du Point, parce que vous savez que nous on fait énormément d'éditions dans les villes, dans les régions. C'est quelque chose qui nous importe beaucoup. Je voudrais signaler quelque chose d'important. J'ai pris des notes parce que c'est pas évident. Gin Ai Dae. Jacques, j'ai bien prononcé? Parfait, c'est nickel. Ce sont des tableaux en encre de Chine, c'est au fond dans la salle là-bas, vous pourrez le voir tout à l'heure. Et une exposition qui a été spécialement installée pour nous ici, donc ça vaut la peine d'aller voir. Alors Jacques, juste avant d'accueillir Arnaud Robinet et Catherine Vautrin, est-ce que tu veux nous dire un petit mot? Un petit mot, vous allez suivre une journée de débats, de colloques intéressantes, je pense. On a essayé de rassembler un plateau prestigieux, comme le disait Jean-François tout à l'heure. Et puis, n'hésitez pas à intervenir depuis la salle. C'est fait pour engager le débat. Le vin, c'est ça. Hein. Le vin, c'est déjà un élément qui permet la convivialité, l'échange, le partage. Donc, si on fait un colloque sur le vin, il faut que tout le monde puisse participer et échanger avec nous. Et en plus, ça nous aidera aussi dans notre travail de discussion, d'élaboration et de réflexion qu'on a sur le vin. Alors c'est vrai que Étienne disait, le Point, on est très lié au vin. Je crois même qu'en France, on doit être le seul journal, je ne dis pas hebdomadaire, hein, je dis le seul journal de news magazine ou d'information générale où il y a 2 journalistes à plein temps qui travaillent sur le vin. Et en ce moment, ces 2 journalistes, ils se partagent. Alors c'est Olivier Bonpas qui va être là tout à l'heure. Et moi, on se partage un peu le travail. Mais moi, en ce moment, je suis un peu chez vous. Je suis votre hôte, puisqu'on prépare un spécial champagne qui sortira, je fais un petit peu de publicité pour la maison, qui sortira début décembre. Et donc, comme on a tendance à faire les choses un peu à fond, je passe à peu près 1 mois et demi à venir en Champagne. Et donc, je connais parfaitement le TER qui mène à Épernay à 7h36. Et le 8h44 qui arrive à 8h44 à Reims-Centre. Et en ce moment, j'ai beaucoup de plaisir parce que même si ça fait un petit peu mal aux dents, les fortes dégustations de champagne, on déguste des choses qui sont de plus en plus merveilleuses parce que c'est une région qui a beaucoup bougé en matière de vin. La qualité ne cesse de s'améliorer, que ce soit les grandes maisons ou les vignerons indépendants. On goûte des choses qui sont de plus en plus belles, avec de plus en plus un esprit vigneron. Et ça, c'est formidable. C'est-à-dire que je crois que le classement aussi il y a une envie de dire on n'est pas uniquement un vin avec des bulles, on est déjà un grand vin et il y a aussi des bulles. Voilà. Et j'espère que dans cette journée, il va y avoir beaucoup de bulles. Alors comme j'ai dit à tout le monde qu'il fallait intervenir de façon assez courte, je vais arrêter là. Non, juste un mot, parce qu'il ne le dira pas, mais à eux deux, Olivier et Jacques, ils dégustent quand même à peu près 10 000 vins par an. Oui, ça paraît... Je crois que ça se voit, non, un petit peu. Ça non, dépend de l'éclairage, mais... ça se voit pas, on voit même pas que tu es né en 1932, Jacques. Oui, alors ça dépend. Je suis pas né tout le temps à la même époque, ça dépend des régions. Hein. Bon, on va accueillir, c'est eux qui nous accueillent d'ailleurs, mais on va les accueillir. Arnaud Robinet, qui est le maire de Reims, Catherine Vautrin, qui est la présidente de la métropole. Merci. Alors, asseyez-vous quand même. On peut les applaudir. Alors, on va se mettre comme ça, là, comme vous voulez.
Est-ce que vous voulez nous dire un petit mot? Parce que là, le thème des débats d'aujourd'hui, c'est le vin et la vie. Il y a un ancien président de la République qui a écrit un livre qui s'appelait « Le pouvoir et la vie ». Alors le pouvoir et le vin. Bonjour à toutes et à tous, et vous dire tout le plaisir qui est le mien en tant que député maire de Reims de vous accueillir dans la ville des sacres, la ville des rois. Et quand on parle de la ville des rois, bien sûr, nous disons également que le Champagne est le roi des vins. En tout cas, Reims est toujours très heureuse d'accueillir des événements d'envergure nationale et internationale. Et quand il s'agit d'événements de qualité tels que Vino Bravo, nous ne pouvons qu'être heureux car vous participez bien sûr d'une part à l'attractivité de notre territoire, de la ville de Reims, et puis c'est un moyen ô combien important pour nous de pouvoir communiquer à travers votre magazine, à travers Le Point. Donc je suis vraiment très très heureux d'accueillir cette très très belle manifestation. Alors quand on parle de vin ici à Reims, Reims bien sûr, et l'histoire de Reims c'est très très lié à l'histoire du Champagne. L'histoire du Champagne c'est une magnifique aventure. Ça commence bien sûr avec un rôle ô combien prépondérant de moines. On parle de Dom Pérignon, on parle du chanoine également Godino, qui ont participé, je dirais, à l'assemblage, qui ont mis en place et qui ont inventé cet assemblage de ce fameux vin, de ce fameux champagne, et qui ont participé également, bien sûr, au développement, à travers le Champagne, au développement de notre territoire et de notre terroir. Et le Champagne s'est fortement développé au XIXe siècle autour de Reims, Reims, Épernay, la montagne de Reims, bien sûr, la Côte des Blancs. Et il y a eu donc une organisation qui s'est montée à partir de là. Et donc les négoces sont apparus, bien sûr, pour la commercialisation des vins. Et puis, au-delà de l'organisation de la filière Champagne, il y a également tout ce qui touche au patrimoine. Car le patrimoine de la ville de Reims, comme le patrimoine de la Champagne, a bien sûr évolué à cette période. Et j'espère que vous aurez le temps de découvrir les trésors que regorge la ville des Sacres. Ces trésors qui sont fortement liés, bien sûr, à l'histoire du Champagne. Et nous avons eu, en tout cas, l'honneur et le plaisir, quand on parle de patrimoine, de bâtiments, lorsque l'on parle également de paysages, d'être inscrit pour la seconde fois au patrimoine mondial de l'UNESCO en juillet dernier. Et à Reims, le secteur qui est concerné, c'est bien sûr la butte Saint-Nicaise et les crayères. Ces magnifiques crayères donc, en craie qui ont été, pas construites, mais réalisées du temps gallo-romain. Et ensuite, qui ont servi non pas seulement à conserver les flacons de champagne, mais qui ont un rôle également ô combien important durant la Première Guerre mondiale, puisqu'on parle de Reims la souterraine. Les Rémoises et les Rémois qui n'avaient pas quitté la ville vivaient dans les caves de champagne, dans les crayères. La vie politique, la vie administrative et la vie quotidienne se passaient dans les caves de champagne. Donc nous sommes, en tout cas, l'histoire de cette ville est fortement liée, bien sûr, au Champagne. Au-delà de l'histoire et du patrimoine, il y a également la partie, je dirais, patrimoine industriel. Et au-delà du patrimoine industriel, il y a le patrimoine, je dirais même tout court, puisque on parle certes du patrimoine autour du Champagne, mais il y a eu également quelques conséquences au niveau de l'organisation, notamment de l'habitat, puisque nous avons également un quartier à Reims qui est la cité du Chemin Vert, une vraie cité-jardin, qui a été construite après-guerre, notamment grâce à Madame Pommery, qui avait fait don d'une partie des terrains pour construire cette cité-jardin. Et puis, il y a également l'implication des grands patrons des maisons de champagne. On peut bien sûr penser à la famille de Polignac, qui ont inscrit Reims, je dirais, dans son histoire sportive, avec la création de ce fameux parc Pommery, à l'époque, on appelle maintenant le parc de Champagne, qui était l'ancêtre de l'INSEP. C'était le collège des athlètes, c'est le berceau de l'hébertisme. Et donc, le Champagne, au-delà du vin, au-delà bien sûr de ces bulles et de cette effervescence, c'est bien sûr un rôle ô combien important dans la vie de la cité. Alors oui, le Champagne, c'est une activité très importante économiquement bien sûr pour notre région, pour notre ville. Nous avons la chance d'avoir des marques prestigieuses sur Reims. Nous avons également la chance d'avoir autour de Reims, sur la montagne de Reims, des vignerons qui font un champagne de qualité. Et nous lisons en tout cas chaque année au mois de décembre, ici avec intérêt bien sûr, les dossiers ou le dossier spécial champagne que réalise Le Point, qui met en avant, au-delà du négoce, au-delà des grandes marques de champagne, également un certain nombre de vignerons qui font un nectar remarquable et parfois surprenant. Et le champagne à Reims, c'est également un art de vivre. L'art de vivre à la rémoise. Le champagne, c'est synonyme de fête, c'est synonyme d'excellence.
Et autour du champagne, des produits se sont créés. On parle des fameux biscuits roses, qui font également la renommée de Reims. On dit que ce sont les biscuits que l'on trempe dans le champagne. Et pour tout vous dire, lorsqu'un enfant est baptisé à Reims, certes, on lui trempe les lèvres, enfin du moins on plonge le doigt dans une coupe de champagne qu'on amène à sa bouche, et on accompagne ça d'un petit morceau de biscuit rose. À partir de là, l'enfant est baptisé, c'est le baptême rémois, le baptême champenois. Alors oui, l'art de vivre, on le sait, l'art de vivre à Reims, c'est la présence omniprésente du champagne. À Reims, il faut savoir, et dans la Champagne, qu'il est de règle que vous ayez dans votre réfrigérateur au moins une bouteille de champagne. Il est impensable que les habitants, nos concitoyens, n'aient pas au moins une bouteille de champagne au réfrigérateur, car ici, le champagne, on le boit à toute heure, on le boit à chaque moment, que ce soit l'apéritif, tout au long du repas, parfois le matin de bonne heure, au moment des vendanges, et puis lorsque l'on a des choses à fêter, le champagne coule à flot, et à travers le monde, le champagne, c'est également l'image, c'est également bien sûr synonyme de fête, puisque ça va bien sûr du baptême, des moments heureux, des mariages, et on retrouve le champagne jusque sur les podiums de Formule 1 pour fêter la victoire. Malheureusement, et je ne ferai pas de politique et je ne parlerai pas de la loi E20, mais rappelez-vous, le seul Grand Prix au monde où le vainqueur ne pouvait pas sabrer et ouvrir une bouteille de champagne, c'était en France, lorsqu'il y avait encore les Grands Prix. Et quand on parle de Grands Prix, à Reims également, il y avait sur le circuit de Gueux les fameux Grands Prix de Formule 1 où des grands pilotes, Fangio notamment pour n'en citer qu'un, qui ont couru et qui ont célébré leur victoire au Champagne. Les paysages, j'en ai parlé également, les paysages bien sûr qui sont le résultat de traditions, qui sont le résultat du travail d'hommes et de femmes. Et quand on parle du Champagne, il ne faut pas seulement parler, je dirais, du nectar, il faut parler des traditions et de ces hommes et de ces femmes qui ont fait véritablement le Champagne et la Champagne. On a coutume de dire avec Catherine Vautrin qu'au moment de la reconstruction après-guerre, il y a certes une reconstruction, je dirais, architecturale au niveau du patrimoine, mais il y a également une reconstruction d'un point de vue économique, et notamment la place du Champagne qui est véritablement à démarrer, en tout cas qui a pris de l'ampleur après-guerre. Vraiment un rôle important des vignerons, un rôle important des agriculteurs également. Et donc le Champagne a participé bien sûr à la reconstruction de notre ville. Alors en conclusion, pour ne pas être trop long, parce que je laisserai Madame la Présidente parler bien sûr des atouts du Champagne concernant le tourisme, puisque Catherine Vautrin est également présidente de l'Office du tourisme. En conclusion, je vais vous faire part du vocabulaire rémois, car ici à Reims, on ne parle pas de bouteilles de champagne, mais on parle de flacons. Ici à Reims, on ne boit pas du champagne, mais on déguste le champagne. À Reims, on ne trouve pas de vin de champagne, mais on trouve du nectar. À Reims, dans le champagne, on ne trouve pas de bulles, mais des milliers de perles. Et à Reims, le vin ne pétille pas, il est effervescent. Et à Reims, le champagne est synonyme d'harmonie et d'art de vivre. En tout cas, merci à vous d'avoir choisi Reims pour cette 3e édition de Vino Bravo. Vous êtes ici à Reims, chez vous, et n'hésitez pas, si en tout cas le désir vous en prend, de revenir pour une autre édition ici à Reims. Vous serez toujours les bienvenus. Et Reims se veut, je ne sais pas s'il y a des Sparnassiens dans la salle, je ne veux pas froisser personne, mais Reims se veut également la capitale du champagne à travers le monde. Merci à vous. Merci Monsieur le maire, merci beaucoup. Et pour la poésie aussi, c'est important la poésie. Alors, Madame la Présidente, avec votre expérience champenoise et ministérielle également, le pouvoir et la vie pour vous, le pouvoir et le vin, le pouvoir et la vigne pour vous. Alors vous avez vu, le pouvoir et le vin, c'est une ville effervescente à l'image de son député-maire, belle illustration de l'effervescence rémoise. Et quelque part, quand on parle pouvoir et vin, on se rend compte que finalement, le champagne est celui qui a rassemblé de grands noms de l'histoire. Vous prenez Churchill, vous prenez Napoléon, ils avaient un point commun, ils fêtaient les victoires comme les défaites, pas avec n'importe quel vin, avec le champagne. Et on voit également que quand on parle de champagne, et Arnaud vient de rappeler évidemment très rapidement la grande histoire du champagne, ce que l'on remarque, c'est que serait finalement le champagne sans ses veuves. Parce qu'à une époque, on nous parle de la place de la femme dans la société. Moi, je voudrais dire qu'il y a des femmes qui ont porté depuis très longtemps le champagne et qui ont fait du champagne ce qu'il est devenu, avec une vision tout à fait exceptionnelle. Replaçons-nous au 19e, regardons l'économie
gastronomie du 19e et voyons ce qu'ont fait, par exemple, Madame Pommery, Madame Clicquot, avec des offres tout à fait intéressantes et remarquables. Alors après, je crois que le Champagne, c'est également l'Europe avant l'heure, parce que vous savez que Reims est le berceau de la construction européenne après avoir été le théâtre d'opérations ô combien dramatiques pour notre territoire. Mais finalement, quand on réfléchit bien, les Tétinger, les Tétinger, les Roderer, les Krug, voilà des noms dont finalement la consonance ressemble beaucoup à l'Outre-Rhin. Il y avait deux, bien sûr, et on pourrait continuer. Et donc, on voit que finalement, l'Europe s'est vraiment faite à Reims. Elle s'est faite au plan politique, mais elle s'est également faite au plan économique. Alors aujourd'hui, le Champagne, c'est bien sûr l'excellence. Et cette excellence, nous avons à cœur de la décliner dans le domaine touristique. Et nous allions deux sujets qui sont tellement complémentaires, qui sont celui du vin et de la gastronomie. Vous savez que Reims, ce sont 7 étoiles, 4 chefs, donc des tables qui sont reconnues dans le monde entier pour leur excellence. Et c'est aujourd'hui une offre qui permet de découvrir ce territoire, qui est un territoire destination week-end par excellence. 45 minutes, tout à l'heure vous parliez du TER entre Reims et Épernay, mais nous sommes à 45 minutes de la gare de l'Est. Nous sommes à un hub de Charles de Gaulle, à 30 minutes de Charles de Gaulle. Et demain, nous serons à 1h16 d'une autre région viticole qui a beaucoup travaillé sur le no-tourisme. Je pense bien évidemment à l'Alsace, puisqu'à partir de mars, nous serons à 1h16 de Strasbourg. C'est dire si nous avons besoin de la mobilisation de l'ensemble des acteurs du tourisme. Et je voudrais souligner le travail qui est fait par le négoce, qui le premier a mis en place des visites et des accompagnements touristiques, rejoint de façon tout à fait importante aujourd'hui par les viticulteurs qui, dans chacun de nos villages, mettent en place des structures d'accueil, d'accompagnement et d'explication de ce qui est le vin. Expliquer ce qu'est le vin et le champagne, c'est finalement rejoindre le travail qui est fait par Vins et Sociétés, auquel je souhaite rendre un hommage tout particulier en tant que parlementaire, parce que nous étions un certain nombre dans l'hémicycle à expliquer une fois encore, là aussi c'est un élément important, que l'alcool ne tue pas. Ce qui tue, c'est l'abus de consommation. Ça n'a donc rien à voir. Et nous étions assez nombreux dans l'hémicycle, une fois encore, pour le faire comprendre. Parce que promouvoir l'excellence, promouvoir un vin de qualité, c'est promouvoir le plaisir, en fait, de partager un moment ensemble, le plaisir de découvrir de nouveaux nectars. Ça n'est absolument pas une beuverie. Et quelque part, je voudrais vous remercier d'initiatives comme celle-ci, qui mettent en avant ce qu'il y a derrière notre civilisation française, cette culture qui est la culture du vin, la culture de la gastronomie. Je voudrais également dire que c'est en matière d'innovation un point tout à fait important, et nous avons ici à Reims une actualité très importante, ça ne vous surprendra pas en matière viticole. Nous avons à peine fini les vendanges, Épernay fait son salon, le Vitef, sur les innovations en matière d'équipement pour les professionnels, et ce soir à Reims, nous allons inaugurer l'Institut du vin Georges Chapaz, qui est un institut qui a pour objectif de mettre en avant la recherche et le vin. Parce qu'aujourd'hui, vous avez, à travers les vignes, à travers le raisin, des approches en matière cosmétique, en matière médicale. Et on voit donc qu'il y a là un outil d'innovation tout à fait important. Donc nous pouvons conjuguer le plaisir de la dégustation avec les bienfaits du soin, de la cosméto, de la recherche. C'est toute cette approche complète et c'est ce qui met en avant la force d'un territoire innovant, un territoire dans lequel on sait se distraire, un territoire dans lequel on innove, où nous accueillons les chaires des écoles françaises les plus prestigieuses. Je pense à AgroParisTech, à Supélec. Donc il y a là une mobilisation de l'ensemble des élus sur cette partie d'innovation. Donc je voudrais très simplement à mon tour vous redire la fierté qui est la nôtre de vous accueillir ici, mais quand on est un magazine de l'excellence, on ne pouvait que venir retrouver la ville de l'excellence. Donc bienvenue. Merci. À Vino Bravo à Reims. Merci à vous Merci deux. à vous. Merci infiniment. Peut-être juste rappeler, c'est vrai que Jacques le répète souvent, mais c'est important que le vin, c'est quand même 500 000 emplois en France. Et que c'est le deuxième secteur exportateur, si je ne me trompe pas, après l'aéronautique. Donc ça représente quelque chose. C'est en tout cas le message que nous faisons passer à l'Assemblée nationale, que ce soit dans la commission Affaires économiques
où siège Catherine Vautrin, la commission des affaires sociales où je siège. Et je peux vous dire que nous allons être fortement mobilisés dans les semaines qui viennent, puisqu'il y a le retour du projet de loi santé, et que bien sûr nous sommes à l'écoute et nous travaillons avec Vin et Société, nous travaillons avec bien sûr les représentants des maisons de champagne pour porter haut les couleurs de ce vin magnifique et du vin en général, qui est une véritable économie sur le territoire français. Et je dirais qu'il faut arrêter de se tirer une balle dans le pied. Je dis toujours cette anecdote qui m'a été rapportée par certains producteurs de champagne, notamment des gens du négoce, ou même les Italiens, car vous savez qu'il y a une forte concurrence parmi les vins effervescents, et que les Italiens eux-mêmes disent, je dirais à leurs clients pour des exportations, disent mais attendez, achetez notre vin. Les Français eux-mêmes disent que leur vin est dangereux pour la santé. Donc arrêtons de se tirer une balle dans le pied. Le vin, c'est l'excellence. L'approche du vin, je dirais que ça doit faire partie de l'éducation. On doit éduquer les jeunes Français, je dirais, au vin, c'est-à-dire au partage, je dirais à l'excellence. Et puis, le vin et le champagne, c'est symbole, bien sûr, au-delà de la convivialité, au-delà du symbole de l'excellence et du savoir-faire français. Un sujet et un thème qui nous tient particulièrement à cœur ici à Reims, comme l'a rappelé Catherine Vautrin, c'est bien sûr la thématique de la paix. Donc, il n'y a rien de plus beau que le vin pour partager des moments de convivialité, pour fêter la paix et notamment pour participer à l'éducation de nos enfants, pour mettre en avant le savoir-faire français. En une phrase, je voudrais rajouter qu'on assiste en ce moment à un mouvement assez schizophrénique. D'un côté, une excellente initiative qui est celle du ministre des Affaires étrangères sur la promotion de l'œnotourisme, qui est tout à fait remarquable. Et d'un autre côté, un ministre de la Santé qui voudrait laisser écrire que le vin tue sur les bouteilles. Cherchez l'erreur. Merci. On reparlera de tout cela cet après-midi, puisque nous avons une table ronde consacrée C'est déjà chaud. à la santé publique. Avant de vous libérer, monsieur le maire, un mot de cette salle, puisque nous allons y passer la journée. Oui. Elle a été totalement détruite quasiment Alors, en 1917, et aujourd'hui En mai 1917, vous savez qu'à l'issue de la Première Guerre mondiale, la ville a été détruite à peu près à 90%. Le symbole de la destruction, c'est bien sûr l'incendie de la cathédrale en 1914, l'incendie de l'hôtel de ville en mai 1917, il ne restait que les façades. Alors, on dit que Reims, en 1914, comptait à peu près 135 000 habitants, donc une grosse ville à l'époque, et à la fin de la guerre, il ne restait que 1500 Rémois ici sur place. Alors, cet hôtel de ville a été reconstruit entre 1924 et 1928, en essayant de respecter, je dirais, les plans architecturaux initiaux. Mais il y a une particularité dans cette salle des fêtes. Alors, vous ne pouvez pas forcément le voir de là, puisque c'est caché, mais il y a un orgue. Et alors, l'histoire de cet orgue est assez surprenante, puisque, à l'époque, avant la Seconde Guerre mondiale, le maire de Reims, c'était Paul Marchandeau, qui était un maire à l'époque qui adorait les orgues et la musique issue, en tout cas, des orgues. Mais ce maire faisait partie d'une obédience laïque et donc refusait d'aller dans les églises pour écouter les orgues et donc a décidé de construire un orgue républicain dans cette salle des fêtes qui servait donc pour célébrer les mariages républicains à l'hôtel de ville. L'orgue est bien conservé puisqu'il n'y a pas, je dirais, de différence importante de température. Il ne fonctionne plus. Alors, je fais un appel au mécénat, si parmi les maisons de champagne ici présentes, nous avons fait un devis pour remettre en marche cet orgue, il y en a à peu près pour un peu plus de 200 000 €. Donc les bonnes âmes, bien sûr, sont les bienvenues pour refaire revivre cet orgue républicain dans cette magnifique salle des fêtes. Merci pour l'anecdote. Merci, monsieur le maire. Merci, madame Vautrin. On vous libère. Jacques Dupont reste avec nous, puisqu'on va passer à notre première table ronde dans une petite seconde. Le temps de saluer les étudiants de Sciences Po Reims qui sont parmi nous et qui ont beaucoup de questions en réserve, ceux également les étudiants de la Neoma Business School de Reims qui vont dialoguer. On dialogue également sur Twitter, bien évidemment, hashtag #VinoBravo. Et attention, souriez, vous êtes filmés. Nous sommes en direct sur le site vinobravo.fr tout au long de la journée. Alors, le vin, la vie et nous, c'est le joli titre choisi par Jérôme Cordelier pour présenter cette journée sur le site du Point, et je crois que c'est parfaitement résumé. On va réfléchir ensemble à l'économie, à l'histoire, à la culture, au patrimoine du vin, à cette place si originale finalement que le vin occupe dans la société française. Cet après-midi, nous aurons 3 tables rondes, l'une consacrée au rapport entre la vigne et le pouvoir. Nous accueillerons Jean-Louis Debré, président du Conseil constitutionnel, ancien président de l'Assemblée nationale. Vous savez que l'on dit que l'Assemblée a en elle l'une des plus belles caves de la République. On en parlera avec lui, entre autres. Et puis, table ronde également vin et santé publique. On vient de l'évoquer. C'est vraiment un sujet polémique et un sujet d'actualité. Jusqu'où peut-on consommer avec modération? Et surtout, quel espace
peut-on réserver aujourd'hui entre l'éthique de liberté, je dirais, et l'éthique de responsabilité. Et puis on terminera par un focus en fin d'après-midi sur les nouvelles frontières du vin. Nous irons en Inde avec un homme d'affaires français d'origine indienne qui est en train de devenir tout simplement le plus grand propriétaire de vignobles du sous-continent, et il a pour simple ambition de faire aimer le vin aux Indiens. On en parlera avec lui, bien sûr. On n'en est pas là, on va commencer en musique cette matinée avec quelques mots de David Chan. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un grand musicien. Il est, entre autres choses, le violon solo du Met à New York. Il est aussi, en France, directeur artistique du festival de musique du Clos Vougeot. Il nous adresse quelques mots en parlant, bien sûr, du vin et de la musique. Écoutez. À mon avis, dans ces deux arts, ce ne sont pas pour soi-même. Le vin n'est pas un trésor à cacher, ce n'est pas quelque chose à regarder de loin, mais quelque chose de partagé avec des amis, avec des proches. Alors, le vin, c'est un être vivant, mais pour l'instant, c'est emprisonné dans la bouteille de verre. Mais plus tard, quand on tire le bouchon, le vin a un concert d'une façon. C'est le concert du vin. En ce moment, le vin peut montrer ce qu'il veut exprimer. Alors on partage ce moment avec des amis ou avec des proches, et on se souvient toujours où on a bu ce vin, où on a partagé cette merveilleuse bouteille et toutes ces choses. C'est pareil avec la musique. La musique n'est pas vivante dans la partition, mais dans un concert devant un public qui participe activement à cette expérience, pas seulement passivement, mais activement. Dans ce moment, c'est une langue universelle qui n'a pas besoin de mots pour communiquer.